Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Bonsoir à toutes et toutes. Aux États-Unis comme en Europe, les médias se passionnent en ce moment pour savoir si Donald Trump va pouvoir se présenter aux élections présidentielles de novembre prochain, après avoir été reconnu coupable de 34 chefs d'accusation par la justice de l'État de New York, dans une sordide affaire qui l'oppose à une ancienne actrice porno dont il a acheté le silence après avoir passé une nuit avec elle. Trump n'a pas hésité, ces jours-ci, à agiter à mots couverts, à peine, la menace d'une insurrection de son électorat et carrément, autrement dit, d'une guerre civile, s'il devait être condamné à de la prison en juillet prochain, lorsque le juge new-yorkais fera connaître sa sentence. Évidemment, cette menace doit être prise au sérieux après, en particulier, la tentative violente, dont tout le monde se souvient, de prise du Capitole par les supporters de Trump le 6 janvier 2021 pour contester sa défaite, un assaut du Capitole qui ressemblait beaucoup à une tentative de coup d'État. Quoi qu'il en soit du verdict dans l'affaire en cours, il semble de toute façon assez improbable que Trump ne puisse pas se représenter. Son élection ne paraît pas impossible, et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette perspective fait peur à beaucoup de monde. Comment, cependant, comprendre la force de cette Amérique blanche, raciste, dont le milliardaire Trump est le représentant par excellence? Pour une perspective historique approfondie sur la situation actuelle aux États-Unis, on reçoit ce soir dans On s'autorise à penser l'historienne Sylvie Laurent qui enseigne à Sciences Po Paris. Nouvel épisode de On s'autorise à penser. Mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, c'est encore un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pas, vous, hein. Bonsoir Sylvie Laurent. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Vous êtes historienne, je le disais, à Sciences Po Paris. Vous avez fait un livre il y a quelques années tout à fait retentissant qui s'appelait « Pauvre petit blanc » au sujet de Trump et de ses troupes, en quelque sorte. Quand on pense à Donald Trump, s'il y avait deux mots à retenir, ce serait d'une part un milliardaire, donc un fruit du capitalisme états-unien d'un côté, et puis d'autre part le racisme blanc, que ses supporters semblent partager et sur lequel il fait absolument fond. Alors, vous avez récemment publié un nouveau livre qui s'appelle « Capital et race, histoire d'une hydre moderne », dans lequel vous prenez du recul pour faire une analyse en quelque sorte systémique, de longue durée, de l'histoire des États-Unis, qui permet de comprendre quand même cette étrangeté d'un point de vue européen qu'est le phénomène Trump. Comment est-ce qu'un personnage pareil déjà a pu prendre les rênes de l'État, de la plus grande superpuissance mondiale, et comment est-il possible qu'aujourd'hui il soit à nouveau aux portes du pouvoir? Une perspective de long terme, donc je le disais. Quel est votre regard d'abord, peut-être pour commencer, sur la situation actuelle, cette situation haletante? On attend le verdict, est-ce qu'il va pouvoir se représenter ou pas, est-ce qu'il va aller en prison ou pas? C'est aussi de la politique spectacle typique des États-Unis, non? Oui, peut-être, mais il n'est pas interdit de mettre en regard ce qui s'est passé derrière le prétoire et à l'issue de la sanction qui a été finalement décidée, avec au niveau plus macro les différentes forces politiques et économiques qui ont accompagné ce procès. Il est très éclairant, ce procès. Il est éclairant dans la mesure où ce qui est révélé, c'est que l'ampleur de la marchandisation et de la transformation de tout ce qui est bien public, parole, liberté d'expression tombe dans la galaxie Trump sous le coup de ce qui a un prix et donc ce qui peut être acheté. Et cette histoire est assez éloquente parce qu'il s'agit de finalement avoir acheté le silence d'une femme, une travailleuse du sexe, dont d'ailleurs bien souvent on omet de donner le nom, comme si elle n'était qu'un élément matériel dans cette histoire. Elle s'appelle Stormy Daniels. Son pseudo. Et alors son prénom est son nom, le nom qu'elle s'est choisi pour son travail, et qu'il a par ailleurs payé des témoins, qu'il a par ailleurs utilisé régulièrement son argent personnel en confusion avec ses comptes de campagne, aujourd'hui avec le Parti républicain dans son ensemble, puisqu'il a mis la main dessus. Et c'est la deuxième condamnation de Trump. Il y a quelques mois, il a été condamné à payer plus de 450 millions de dollars pour à nouveau une fraude fiscale sur ses comptes d'affaires qu'il avait assez outrageusement
surestimé, où l'on découvre finalement quelque chose d'assez simple, c'est-à-dire que Donald Trump est à l'image d'un capitalisme moderne que l'on croyait réservé aux années 80, c'est-à-dire où finalement la capitalisation et la valorisation, c'est un mélange de spéculation, de travail sur la dette, de fraude, d'évasion fiscale, de gruges diverses et variées sur le fait de ne pas payer ses employés comme il se doit, et surtout de ne pas payer sa part de l'impôt. Et donc, il arrive à un point là où, tel Al Capone, ça n'est pas pour le 6 janvier, ça n'est pas pour encore avoir tenté frauduleusement d'acheter, une fois encore, acheter des voix pour être déclaré vainqueur en 2020 qu'il est condamné, mais pour finalement une ligne de compte un peu douteuse. Et ça en dit long de l'espèce d'immunité que ce monde du capitalisme, voilà, très clinquant, de cette immunité dont il jouit traditionnellement. Et je souligne juste, et j'en finis, qu'à l'issue de cette condamnation, on a vu plus d'une douzaine parmi les plus grands patrons des États-Unis, y compris parmi ceux qui avaient témoigné d'une certaine réticence vis-à-vis de Trump, lui témoigner de leur soutien et expliquer que décidément Trump était leur champion et que donc le monde de la grande entreprise est tout à fait prête à renoncer à ce qui était ses préventions pour soutenir Donald Trump. Donc quelque chose se joue là sur, peut-être pour répondre à votre question, le fait que contrairement à ce qu'on racontait, c'était l'objet de mon précédent livre, ce ne sont pas les classes populaires blanches qui soutiennent Trump, mais bien plus singulièrement toute une armature bourgeoise voire du grand capital qui y trouve tout intérêt. Mais peut-être qu'on en discutera. Mais c'est ça. Enfin, je veux dire, on a l'impression, vu d'Europe, avec un esprit européen, que le phénomène Trump est une aberration totale, que c'est un état de dégénérescence ultime, finalement, de la société, de la politique. Enfin, c'est même plus de la politique. On se souvient, quand il était au pouvoir, que les gens se rendaient compte qu'en réalité, il passait ses nuits sur Twitter. Enfin, il n'avait pas du tout l'emploi du temps, le style de vie, le discours de quelqu'un qui dirige un État, qui dirige une nation. Et puis, on sait bien qu'il est issu de toute une vie, parallèlement à ses affaires, à lui, de télé-réalité, enfin, de shows grossiers. Voilà. Donc, ce que vous nous dites là, et avec cette solidarité qui est exprimée, et c'est un peu nouveau par rapport à la période antérieure, semble-t-il, par d'autres gagnants du système, en réalité, il y a une dimension systémique, il y aurait une nécessité systémique au phénomène Trump, qui est, je crois, l'objet de votre livre, et qui engage cette concaténation capitale et race, dont les États-Unis ont été le point de départ, en quelque sorte, et sont aujourd'hui le point d'arrivée. Vous partez de la conquête, de la découverte, prétendument par les Européens, du Nouveau Monde par Christophe Colomb, dans votre livre, pour en arriver jusqu'à la situation actuelle, ce capitalisme racial dans lequel, vous le rappelez dans votre conclusion, il y a une inégalité extrêmement violente au sein des populations en fonction de la race. Par exemple, espérance de vie de 11 ans inférieure par rapport aux Blancs pour les Amérindiens, de 6 ans inférieure, vous le rappelez dans votre conclusion, pour les Noirs. Vous montrez aussi comment la survie sociale aujourd'hui aux États-Unis dépend de la possession d'un patrimoine au cœur duquel, en fait, la propriété du logement est fondamentale. Ça détermine toute une série de choses, le crédit, la possibilité d'avoir une assurance maladie, etc. Bref, la survie sociale est assurée pour 75% des Blancs qui possèdent le minimum de capital personnel, alors que je crois que chez les Noirs, c'est grand maximum 40%. Bref, le résultat, c'est ça aussi, indépendamment du carnaval Trump, en quelque sorte. Alors, beaucoup de choses dans ce que vous venez de dire. Mais ce que je veux souligner, c'est que voilà, c'est la longue durée et les structures qui sont abordées dans votre livre. Ça n'est pas un livre qui explique Trump. C'est un livre qui tente d'apporter une théorie critique du capitalisme qui prenne en compte ce que j'appelle une infrastructure du capitalisme qui est la race. Je vais peut-être partir de votre prémisse qui consiste à dire que Trump est un histrion, ce qui est finalement ce qu'on entend beaucoup, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que ce bouffon, il gesticule, il nous divertit. Et je pense
pense que c'est un piège. Je pense que quiconque a observé son premier mandat réalise qu'en réalité, il a fait de la politique tout à fait sérieusement. S'il fallait la résumer à quelques éléments fondamentaux, une réforme fiscale qui consiste à couper l'imposition de façon historiquement basse pour les plus hauts revenus et pour le capital et pour les grandes entreprises, un ensemble de dérégulations de l'économie, qu'il s'agisse du système bancaire, des régulations environnementales ou du droit du travail. Et sur l'autre plan, donc ça c'est le cœur de métier du néolibéralisme, hein, la privatisation des communs, la dérégulation, l'ensauvagement de ce qui avait été domestiqué dans le capitalisme. Et de l'autre côté, une espèce de messianisme racial visant dans un contexte de raréfaction des ressources, de diminution de la croissance économique, de perspective du choc climatique qui, à mon avis, joue un très grand rôle. L'idée, dans quelque chose qui serait comme une espèce de malthusianisme un peu primitif, de réduire les ressources au peuple élu, au peuple des maîtres. Et ça s'est traduit par l'interdiction de l'immigration en provenance des pays musulmans, par une politique d'une cruauté sans nom vis-à-vis des demandeurs d'asile et des réfugiés et des immigrés en tout genre, et d'un renforcement du discours et de l'affaiblissement de l'appareil législatif visant à lutter contre les discriminations raciales. Et ce qu'il propose là, armé de toute une batterie de think tanks, d'organisations et d'un appareillage juridico-entrepreneurial extrêmement puissant, c'est de poursuivre ces deux matrices, c'est-à-dire la dérégulation absolue, la privatisation, la marchandisation du vivant et l'extractivisme, ça pour le coup ça a une longue histoire, et cette espèce de nouvelle théologie du capital dont l'Amérique a été le lieu de naissance, visant à dire que finalement nous sommes menacés. Il y a quelque chose de très spenglerien dans l'idée que l'Occident, qui devient la métaphore du peuple blanc, on ne dit plus les blancs maintenant, on dit l'Occident, est menacé par le terroriste, l'islamiste, l'immigré sans papier, le gauchiste, le marxiste, et tous ces mots sont condensés dans le programme de Donald Trump. Et donc son programme, avec des éléments de fascisation tout à fait explicites, vise à purger le corps social de ces gens qui sont les indignes de l'accès aux ressources et aux richesses, et d'une certaine façon à refabriquer du consentement auprès d'une population que le premier néolibéralisme avait dépolitisée, rejetée dans l'affaire de la sphère de l'individu, etc. Et donc avec Trump, après Orban, après avec Bolsonaro et bien d'autres, on assiste à cette espèce d'extrême droite globale, voyez, à cette même articulation entre l'idée que nous sommes les tenants d'une civilisation occidentale menacée et que par conséquent il faut lutter en interne contre tout ce qui conspire à empêcher davantage de prospérité, les immigrés et les minorités qui veulent leur égale part aux ressources, à la parole et à l'espace public, les femmes évidemment, les écologistes qui veulent empêcher que l'extractivisme ne se poursuive, et donc cette espèce de course en avant qui, pour s'assurer d'une espèce de solidarité autour de ce grand projet autodestructeur, qui continue de domination et de domestication de la planète, pour s'assurer le consentement de ceux qui participent à ce projet, eh bien l'idée de la civilisation, de l'Occident, du christianisme national, du peuple élu, parce que les États-Unis se vivent beaucoup comme cela, des légitimes et des méritants par opposition à ceux qui viendraient piquer dans l'assiette, etc. Ouais. C'est une rhétorique qui se cristallise et qui va porter Trump en novembre prochain. Mais qui vient de très loin, vous montrez dans votre livre, puisque d'une certaine manière, ça renoue avec l'idéologie messianisme, notamment du Nouvel Israël, à la fois des puritains de Nouvelle-Angleterre du début du XVIIe siècle et de ceux qui s'installent aussi en Virginie, vous le montrez très bien. Ça renoue aussi avec l'infrastructure ségrégationniste, esclavagiste, qui préside au début des États-Unis. Et c'est assez glaçant de vous lire, puisqu'on découvre, si on ne le savait pas, on retrouve l'idée que les pères fondateurs, les saints fondateurs
des États-Unis, Jefferson, Washington, etc., sont des gens qui considèrent que, bien évidemment, la prospérité repose sur l'esclavagisme et sur la ségrégation raciale. Donc, finalement, il y a quand même aussi quelque chose qui vient de très loin là, de ce point de vue-là. Oui, l'Amérique, avant même que les États-Unis en deviennent l'espèce de métonymie et de figure avancée, a été le laboratoire de cette espèce de rencontre très particulière entre la projection de l'Europe vers cette espèce d'utopie de la production de richesses sans limite et ce sentiment d'emblée que cette terre offerte, par la raison comme par le créateur, c'est selon, était d'une certaine façon offerte, que la terre était vacante, qu'il n'y avait personne, et que par conséquent, ceux qui s'y trouvaient étaient destinés à pourvoir. Et de cette idée que les naturels, ceux qui sont de l'ordre de la nature, qu'il s'agisse des indigènes ou ensuite de la marchandise humaine, que seront les esclaves africains transbordés pour plus de 15 millions d'entre eux, il y a cette idée d'une naturalité de leur position dans le processus de production visant à servir le capital européen. Ils apportent la terre et le travail. Et cette espèce d'articulation entre l'idée de la modernité, de la rationalisation, de la mise en valeur du territoire et de la subjection et de la négation d'une partie de cette humanité hors de l'Occident dans le processus de production sera rejouée par les États-Unis. Je parle de Robinson Crusoe dans mon livre parce que c'est ce grand mythe moderne de l'homme qui seul devient l'homo economicus et qui invente le capital par sa simple rationalité cartésienne. Sur une terre vierge. Sur une terre qui lui est offerte, alors même qu'il construit un mur, vous voyez, Trump et son mur, Orban et son mur, pour se protéger des cannibales qui viendraient lui prendre son bien. Et on est déjà dans une certaine accumulation primitive du capital, dont je parle beaucoup dans le livre, telle que théorisée par des marxistes tels que Rosa Luxembourg. Donc on voit à quel point on dit souvent que la race, par opposition à la classe, c'est une façon de diviser les travailleurs entre eux. C'est une partie de l'histoire, mais c'est aussi quelque chose qui est produite dans le capitalisme historique par le rapport au travail. Le salariat n'est qu'une des modalités de l'exploitation et de l'aliénation capitaliste. On le voit aujourd'hui, la création du sans-papier, la création de hordes, de millions de travailleurs qui sont insolvables dans l'économie moderne et qui sont juste à disposition, dont on ne sait que faire, participe de cette espèce de grand système monde dans lequel finalement n'aurait droit à la jouissance des richesses, à l'exploitation des ressources, qu'une petite partie qui est l'Occident et qui donc rejoue comme ça sans cesse l'idée d'un droit en nature et en raison d'un droit exclusif à ce qui reste du capital terre. Et cette fuite en avant folle du capitalisme, de l'extractivisme qu'incarne Trump, dont vous parliez juste avant, finalement, on a l'impression qu'elle rejoue, qu'elle prolonge ce sentiment, cette perspective illimitée qui a commencé avec la conquête de l'Ouest, puisque vous vous rappelez ces discours avant les 50 années où tout à coup l'ensemble du territoire va être conquis à la fin du 19e siècle, c'est ça, je ne voulais pas dire de bêtises. Il y a ce sentiment que toujours vers l'Ouest, on pourra développer à l'infini à la fois les terres et donc, en relation avec la prise de possession des terres et leur mise en valeur, la prospérité. On a l'impression que c'est cette histoire qui se poursuit d'une manière complètement folle, au fond. Il est certain que lorsque Trump dit que son premier jour à la Maison-Blanche sera marqué par deux politiques essentielles qui sont l'expulsion de plus de 20 millions d'immigrants, d'ailleurs certains étant légalement aux États-Unis, et la dérégulation totale de toutes les mesures environnementales, que dit-il ? Il dit en réalité qu'il faut poursuivre cette destinée manifeste, quand on le dit, comme on le dit dans l'histoire des États-Unis, c'est-à-dire l'expression de l'époque, ce droit absolu à conquérir toujours davantage, à repousser le périmètre de la marchandisation du monde. Et qu'est-ce qui, dans l'histoire, a domestiqué, a limité, a restreint, et a maintenu dans une certaine mesure ces excès de
l'extrême conquête, eh bien, ça a été le libéralisme. L'état de droit, l'idée que certaines choses ne se font pas, ne se font plus, la reconnaissance des minorités, le fait que l'on ne peut pas lyncher un noir, que l'on ne peut pas, on peut encore un peu, mais enfin que l'on ne peut pas exterminer le dernier Amérindien avec le dernier travailleur mexicain sans au moins passer devant un juge, qu'il y ait une forme de régulation, que l'on ne peut pas continuer à extraire des fossiles, des parcs naturels. Et donc tout cela, cette démocratisation consistant à étendre les droits à une plus grande partie de la population et à contraindre le désir de puissance et de jouissance absolue de celui qui a le pouvoir sur son environnement, c'est exactement ce que veut défaire Trump. Et donc il arrive en novembre prochain avec un grand projet consistant à démanteler tout ce que l'état de droit, le libéralisme et d'une certaine façon l'armature institutionnelle des États-Unis a apporté d'une certaine façon de civilisation au capitalisme. Donc, après toute une phase où le néolibéralisme a pensé qu'il s'accommoderait de la démocratie, on arrive là dans une nouvelle phase où la démocratie elle-même n'est tolérable que si elle est mise sous le boisseau et par une série de décrets, de mesures autoritaires, de condamnation des opposants politiques, de violation de l'ordre international, mais aussi de la loi de l'État que l'on dirige. On peut imposer un certain nombre de mesures, et donc il n'est qu'à regarder ce que le projet 2025 de l'Heritage Foundation, qui est sa plateforme la plus solidement argumentée, propose pour 2025. C'est un projet de capture tel que on parlait le Mont Pèlerin dans les années 30. La Société du Mont Pèlerin. Voilà, c'est-à-dire aux origines du néolibéralisme. Les néolibéraux, Von Mises, Hayek, etc., étaient des défenseurs de la civilisation occidentale. Ils n'étaient pas du tout dans l'idée que le marché allait tout universaliser. Ils avaient l'idée que l'Occident et l'homme blanc étaient le pilier de cet ordre, qu'il fallait un ordre solide pour permettre la perpétuation de ce système. Et donc, avec ce petit tour de passe-passe, là, ou ce franchissement de cran avec Trump, consistant à faire fi de l'institutionnalisation légale qui avait permis jusqu'à maintenant à l'ultracapitalisme de prospérer. Bon, mais alors, face à ces perspectives qui ne sont pas spécialement réjouissantes, il y a quand même une autre Amérique, mais peut-être même plusieurs autres Amériques. Il y a quand même Joe Biden qui va se représenter. Alors bien sûr, les liberals, on les appelle comme ça aux États-Unis, c'est-à-dire cette gauche qui en définitive ne semble pas s'en prendre pleinement au système. Dans quelle mesure est-ce qu'elle est en divergence avec tout ça ? Et puis par ailleurs, autre question, Bernie Sanders, bien sûr, est-ce qu'il représente, c'est-à-dire une alternative, cette fois-ci peut-être socialisante, c'est un très gros mot, je crois, aux États-Unis. On appelle ça aussi l'esprit européen, peut-être parfois, me semble-t-il. Enfin, c'est de ça qu'on l'accuse, d'être trop européen, avec ses idées de protection collective, d'intérêt commun. Quel est le point de vue des élites démocrates en particulier face à ce phénomène-là ? En quoi ils représentent une alternative, au fond, indépendamment justement du fait qu'ils sont plus décents, ce ne sont pas des bouffons, comme vous le disiez, comme Trump. Alors, je vais commencer par vous dire qu'il y a aux États-Unis la gauche. Et la gauche, c'est en effet ce qu'on appelle the left, c'est-à-dire ce qu'on appellerait l'extrême gauche, au risque de référence, c'est-à-dire... C'est pas Biden, on est bien d'accord. Non. Ce qu'on appelle la gauche aux États-Unis, c'est le mouvement de ce qu'on appelle les sociodémocrates ou les socialistes démocratiques américains autour de Bernie Sanders, qui sont l'aile gauche du Parti démocrate, qui ont poussé en vain, soyons parfaitement clairs, pour une extension de l'État-providence, la création d'un congé maternité, d'une éducation supérieure gratuite, d'une assurance universelle, c'est-à-dire vraiment le b.a.-ba, et qui se sont heurtés au centrisme absolument résolu de Joe Biden et de ce que vous appelez les liberals, c'est-à-dire le centre-gauche. C'est-à-dire en gros, le gros du Parti démocrate, quand même, puisqu'on se souvient que le Parti démocrate a savonné la planche à Sanders pour qu'il ne puisse pas se présenter. Et donc, derrière Joe Biden, qui est peut-être historiquement parmi les plus centristes du Parti démocrate, toutes ces millions et cet enthousiasme extraordinaire autour de la candidature de Sanders en 2016 ou en 2020 a un petit peu pris du plomb dans l'aile, mais elle existe et aujourd'hui, elle se manifeste de
manière tout à fait importante, mais même si on n'en parle pas, le grand mouvement de resyndicalisation et de demande de salaire minimum qui se passe aux États-Unis, mais aussi sur des lieux de production extrêmement importantes, depuis l'industrie des fast-food à l'industrie automobile. Il y a un grand mouvement, et l'éducation secondaire, grand mouvement de syndicalisation qui s'est passé sous l'ère Biden, sans qu'il n'ait rien à voir avec ça. Et d'autre part, bien sûr, le grand mouvement de mobilisation sur les campus autour de la question de la Palestine, qui, bien plus qu'un sujet de politique étrangère, a repolitisé une jeunesse américaine, mais jeunesse au sens large, jusqu'aux trentenaires et au-delà, qui, depuis le grand mouvement de révolte de 2020, suite aux événements de la mort de George Floyd et de la récurrence de la brutalité policière, a compris que quelque chose s'articulait entre cet ultra-sécuritarisme, cet ordre policier et la perpétuation d'un ordre néolibéral qui finalement s'accommodait de plus en plus de cette espèce d'ordre carcéral à la frontière vis-à-vis des sans-papiers et des migrants, et de surincarcération des Noirs et de brutalité structurelle vis-à-vis des minorités. C'était le mouvement Defund the Police, arrêter de financer cette police raciste. Ce qui en réalité qui est au était cœur un du mouvement système. visant à repenser les ressources collectivement, c'est-à-dire considérer que peut-être l'hôpital et les infirmières, voire les pompiers, avaient davantage besoin d'une augmentation plutôt que le énième système de drones pour la police de Baltimore ou de New York. Voilà. Donc ce mouvement s'est heurté au centrisme non seulement de Biden, mais des démocrates majoritaires au Sénat, puis avant 2022 à la Chambre des représentants, qui ont fait échouer absolument toutes les mesures de fond. Et aujourd'hui, si vous voulez, il y a un petit problème de fond par rapport à la gauche américaine, c'est que on a commencé cet entretien en parlant de la condamnation pour 34 chefs d'inculpation, et nul ne doute que Donald Trump est un escroc. Enfin, on ne l'a pas appris, mais enfin maintenant, il se trouve qu'un jury populaire l'a confirmé, c'est le 4e juge, et que voilà. Ce que fait Joe Biden en envoyant de façon inconditionnelle des armes à Israël, alors même que le tribunal pénal international a parlé de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, que la Cour de justice a évoqué un génocide potentiel. On est à plus de 50 000 morts, très probablement. Voilà, on sait que le département d'État lui-même savonne la planche du tribunal pénal international, que des rapports internes du Pentagone parlent aussi de choses tout à fait préjudiciables. On parle d'un Guantanamo dans les territoires occupés qui serait de l'ordre de ce qui s'est passé pendant la guerre d'Irak. Il y a par ailleurs des lois aux États-Unis qui affirment qu'il est absolument illégal de fournir de l'armement à un pays qui refuse l'accès à l'aide humanitaire des États-Unis. Enfin bref, un certain nombre de mesures qui peuvent être frappées d'illégalité là aussi font que, si vous voulez, la parole de Biden qui consistait à dire qu'il incarnait ce qu'il y a de convenable dans l'Amérique, ce qu'il y a de bon et de grand, et qu'il allait à la fois dans l'ordre international et dans l'ordre national sortir de l'hystérie et de ce racisme purulent pour entrer dans une espèce de forme de décence, s'est fracturé avec d'une part le fait que aucune de ces grandes mesures de justice sociale et de décarbonation concrète de l'économie n'a eu lieu. Les États-Unis sont aujourd'hui un pétrostate d'une ampleur absolument inégalée, c'est-à-dire que énergétique est fabuleuse. De production. Le forage n'a jamais été aussi important aux États-Unis que sous Joe Biden, que sa politique migratoire est d'une brutalité absolue. On apprenait il y a quelques jours que les immigrés sud-américains allaient être rapatriés en Grèce ou en Italie, que plusieurs milliers d'Haïtiens ont été déportés, alors que l'on connaît la situation
la situation d'Haïti. Je rappelle qu'il n'a pas rapatrié l'ambassade des États-Unis de Jérusalem à Tel Aviv. Enfin voilà, si vous voulez, avec avec Joe Biden, il y a en permanence une espèce d'inconsistance entre l'affirmation d'une forme de bonté américaine et la réalité d'une politique publique qui n'a pas suivi. Et donc, on se trouve aujourd'hui avec une jeunesse qui, sur tous les campus des États-Unis, proteste de son indignation. Je rappelle que la majorité des syndicats de travailleurs aux États-Unis est aussi favorable à un cessez-le-feu, que la majorité de la population américaine, et bien sûr des démocrates, réclament la fin de l'envoi de cet armement qui tue des civils chaque jour à Gaza, mais aussi en Cisjordanie, et que Biden continue à évoquer une ligne rouge qui n'est jamais franchie, et que c'est compliqué d'apparaître comme la décence, une certaine forme de bienfaisance, disons, d'incarnation de la démocratie face à l'empire du mal, qu'en soi-même, on est à ce point dans une forme d'ambiguïté par rapport à ce qui serait une lecture, une dichotomie très simpliste entre le bien, le mal, le bon, le raciste et celui qui est pour une forme d'inclusion très multiculturelle et multi-ethnique. Quelque chose s'est fracassé depuis au moins le début de l'année 2024. Mais ça donne un peu l'impression qu'il y a finalement un dispositif qui permet la perpétuation du système, c'est-à-dire une alternance entre le méchant et puis celui qui permet à ceux qui votent pour lui de se sentir quand même au-dessus de ça, au-dessus de Trump, au-dessus de ces horreurs, mais qui au fond, comme vous venez de le dire, à part... être décent dans son aspect, dans son discours, ne mène pas une politique radicalement différente. Alors, ce mouvement de la jeunesse, il est beaucoup comparé à l'agitation à l'époque de la guerre du Vietnam. Me semble-t-il, on a l'impression que quelque chose est en train de bouger, en tout cas qu'il y a une sorte de dissidence profonde d'une partie de la société américaine, mais pas celle qui est aux commandes, évidemment. Est-ce qu'il y a une chance que ça ait une traduction politique en termes de représentation politique et en termes d'orientation au sommet de l'État à l'issue des prochaines élections, sinon présidentielles, du moins chez les représentants ou au Sénat? Est-ce qu'il est possible qu'il y ait une traduction politique de ces oppositions? Alors déjà peut-être pour comparer avec 68, c'est bien sûr parce que ça a été d'une autre ampleur au niveau du nombre d'étudiants qui se sont mobilisés en 68. Ce qui est notable, c'est qu'aujourd'hui on n'attend pas avant d'envoyer la police pour tabasser étudiants et professeurs. À l'époque on était un peu plus patient, en particulier à Columbia et à NYU. Là les réponses sont beaucoup plus violentes d'entrée de jeu. Immédiatement. D'une part il y a une très très grande campagne de diffamation et de calomnie qui est menée contre des djihadistes qui sont financés par l'Iran, bien sûr, comme chacun sait, et avec un discrédit qui est partagé vraiment de la droite à la gauche. Enfin, vraiment, il faut attendre Bernie Sanders pour, dans un discours public, dire non, ça n'est pas de l'antisémitisme. Je rappelle, c'est un des plus vieux juifs du Sénat qui est obligé de rappeler quelques éléments essentiels avec bien des spécialistes d'études juives et d'études du génocide aux États-Unis. Les républicains trumpistes font corps dans cette diffamation, dans cette instrumentalisation de l'accusation d'antisémitisme ou de l'islamisme. Oui, et en même temps, gardons-nous de cette idée dont l'extrême droite américaine, comme ailleurs, fait son miel, ce sont tous les mêmes, tous pareils, pas de distinction. La raison pour laquelle, dans ce livre, j'ai choisi d'étudier le temps long du capitalisme, c'est pour montrer qu'il existe des structures, qu'il existe des phénomènes de longue durée. Vous savez, Brodel parlait, vous connaissez bien, la vague de fond et puis la brume, l'écume. Donc oui, la vie politique a quelque chose de l'écume, ça va, ça vient, c'est le ressac, etc. Et puis la vague de fond, mais les tectoniques des plaques changent. Et incontestablement, tant qu'il n'y aura pas de remise en cause d'une superstructure qui est celle de l'accumulation perpétuelle des richesses et de l'accumulation
satisfaction matérielle, quoi qu'il en coûte, hein, pour reprendre une formule célèbre, c'est-à-dire l'exploitation du travail colonial, la diabolisation des sans-papiers, du terroriste, etc. Et cette espèce d'unanimité autour de l'hégémonie que serait le monde euro-atlantique sur la captation des richesses aux dépens du reste du monde. Eh bien, d'une certaine façon, en effet, l'alternance ne sera que superficielle. Mais il existe une gauche américaine, il a toujours existé un marxisme, un radicalisme extrêmement puissant. L'hégémonie veut qu'on l'ait passé sous silence, mais encore aujourd'hui, bien au-delà des campus, même s'ils sont un exemple assez prodigieux de ce que la résistance peut produire encore aujourd'hui, il y a aux quatre coins du pays des gens, alors au moment des midterms, c'était les femmes, hein, parce que c'était peu de temps après le fait que le droit à l'avortement a été supprimé aux États-Unis. Les femmes ont, à ce moment-là, compris que quelque chose se jouait dans la confiscation de leur liberté essentielle. Et bien là, c'est la Palestine, la brutalité policière et le racisme structurel sont toujours des objets de préoccupations très importants, comme l'est la prison, la surincarcération, la dette. Enfin, tous ces sujets font système et bien des gens l'ont compris. Et il y a, à votre sens, quelque chose qui est en vue, disons, du point de vue d'un débouché politique. Est-ce que Sanders... il ne se représente pas. Oui, il ne se représente pas. Est-ce qu'on voit émerger une figure qui pourrait... Il n'est pas le premier à tenir ce rôle hein, d'une tierce partie, finalement, un peu sérieusement à gauche, à côté des démocrates et des républicains. C'est une assez longue histoire. Est-ce que l'on voit une offre politique, en quelque sorte, une condensation en termes de représentation qui se profile? Alors, au niveau de la candidature pour les élections présidentielles, non. Néanmoins, la génération Sanders a produit toute une nouvelle classe politique, principalement de femmes de couleur, qui, à la Chambre, font un travail tout à fait remarquable. Ils sont, parce qu'avec Jamal Bowman, il y a aujourd'hui des élus masculins, une petite fraction, mais le caucus progressiste à la Chambre est minoritaire, mais il compte. Ce sont aujourd'hui des trentenaires, des gens qui ont 40, 45 ans, donc qui n'ont pas encore aujourd'hui le poids politique parce que la vieille garde tient toujours le parti. Mais la fameuse AOC quand même. Oui, qui est une figure Alexandra Ocasio-Cortez a beaucoup attiré la lumière à elle, mais il y a beaucoup d'autres personnalités qui sont tout à fait intéressantes. Chaque jour, de nouvelles élues locales changent le discours, font face aux mêmes accusations de diabolisation. De diabolisation sont toutes sur l'assurance santé universelle, la libération de la Palestine, l'abolisation du système carcéral tel qu'il existe. C'est-à-dire que les idées, elles sont là. Il reste ensuite, mais c'est compliqué hein, de changer les rapports de force à ce que les mouvements associatifs, cet embryon politique au niveau local et de façon très minoritaire au sein du Parti démocrate, trouve une voie. Elle a eu un moment après les élections de 2020. Ça a été étouffé, mais l'histoire est dialectique. Hein. C'est une question d'argent aussi, concrètement. Puisqu'on sait bien qu'aux États-Unis, la possibilité de faire campagne est très largement, enfin, aux États-Unis, c'est aussi le cas en Europe, mais surtout de manière encore plus évidente aux États-Unis, c'est vraiment une question de financement. C'est pour cela qu'on peut se souvenir que l'une des grandes mesures, enfin, l'une des grandes demandes de Bernie Sanders, pendant plus de 30 ans, hein, il a été assez consistant de ce point de vue, a été la réforme du financement des campagnes électorales, ce qui n'a toujours pas été fait, et qui continue à faire de chaque élu de la Chambre ou du Sénat aux États-Unis quelqu'un qui a été payé par un très puissant. Mais cela va encore plus loin, puisque alors que Trump était devant ses juges à New York, on apprenait, alors de façon peut-être anecdotique, mais néanmoins pour moi c'est éloquent, que l'un des principaux juges à la Cour suprême, qui s'appelle Alito, qui est celui qui a présidé à la suppression du droit à l'avortement pour les femmes, avait exhibé devant deux de ses demeures
par un drapeau de contestation de l'élection de 2020, des drapeaux trumpistes. Donc, oui. Pour ce qui est de la plus haute cour du pays qui est censée afficher sa neutralité, ça se pose quand même là. Et l'on apprenait par une étude de ProPublica quelques mois plus tôt que un autre juge républicain, parce qu'ils sont plus que conservateurs, là ils sont républicains, Clarence Thomas, avait reçu des sommes d'argent, des cadeaux en liquide, des voyages de la part d'un des principaux donateurs du Parti républicain. C'est-à-dire que cette marchandisation de la sphère du droit et de la régulation, de la domestication du capitalisme, elle a déjà pris beaucoup d'ampleur. Donc la contamination, si vous voulez, de cette espèce de capture par les intérêts du capital, elle est déjà très très avancée. Commençons petit certainement, avec l'idée que la réforme des partis politiques, l'idée de limiter le rôle de l'argent permettrait d'éviter en effet que les plus fortunés entraînent la disparition absolue des classes populaires et des classes moyennes des politiques publiques qui sont menées. Voilà. Parce qu'ils sont absolument disparus en termes de représentation politique. Bien sûr. Bien sûr. D'où la pertinence de ce renouveau théologique et messianique d'un Occident qui serait menacé, c'est-à-dire qu'on dématérialise la vie politique. La question n'est plus de savoir sa capacité à soigner ses enfants, à envoyer le plus grand à l'école ou bien avoir une retraite décente. La question est de savoir, le peu qu'il me reste, dois-je le défendre contre ce musulman qui vient me le prendre, cet immigré qui vient menacer mon salaire et cette entreprise qui va délocaliser à l'étranger. Vous voyez, il y a une cohérence dans ce système de défense de l'Occident pendant que l'appauvrissement de la population se poursuit mezzo voce. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Sylvie Laurent, vous êtes plutôt pessimiste, si j'ai bien compris, pour l'issue des élections. Je ne vous demande pas de lire dans une boule de cristal, mais enfin, on se demande quand même, est-ce qu'il semble qu'il a vraiment des chances de revenir ? Alors, nous réjouisserions-nous si Biden était réélu, ce serait sans doute le moindre des deux mal. Il y a une chance tout à fait sérieuse que Trump soit réélu. Ensuite, advienne que pourra. Merci beaucoup donc d'être venu parler de cette actualité des États-Unis, alors que vous connaissez en profondeur et vous avez travaillé en profondeur récemment avec ce livre Capital et race, histoire d'une hydre moderne, les structures socio-économiques et politiques des États-Unis, très emblématiques de la modernité occidentale.